Alors bonjour à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction, correction potentielle de ce DM numéro 1 bis. Je suis pas sûr que je vais pouvoir tout faire, mais on va essayer d'en faire une bonne partie. Le but de ce DM était non pas de trouver forcément le résultat et le résultat juste, mais d'aller chercher d'où venait chaque théorème, être sûr de chaque partie, de chacune des formules qu'on va utiliser. Ce sont des formules souvent très simples, de première année, etc. Mais le but, c'est d'aller les retrouver à chaque fois, et on va voir que c'est pas forcément si évident. Donc, on vous propose une suite UN définie avec une somme, une suite d'ailleurs extrêmement classique, qu'on retrouve dans beaucoup de sujets de concours, et la suite Vn égale UN moins 1 sur n. On a la fonction f de x qui vaut 1 sur x plus 1 plus ln de x moins ln de x plus 1. Et on commence par étudier cette fonction qui nous servira sans doute après. Donc, la première étape, je vais récupérer cette fonction, et la première étape va être de calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x, et la limite en plus l'infini. Donc, hop, question 1a. Alors, quand on doit calculer la limite d'une fonction, on va commencer par faire une analyse a priori avant de faire les calculs. C'est-à-dire qu'on va regarder vers quoi cela tend quand x tend vers 0, donc ça tend vers 1. Cela, ça tend vers moins l'infini. Et cela, ça tend vers 0 plus 1, 1. Et ln de 1 qui fait 0. Néanmoins, on a utilisé plusieurs choses. La première chose, c'est les résultats, par exemple, de cours. Limite de ln de x quand x tend vers 0. Eh bien ça vaut moins l'infini. Ça, c'est du cours. Et ensuite, on a utilisé que la limite de ln de x plus 1 quand x tend vers 0, eh bien en fait, c'est la même chose que la limite de grand X quand grand X tend vers 1, c'est-à-dire 0, puisque la limite de ln, de grand X, ln de quelque chose quand ça tend vers 1, ça vaut 0. Là encore, c'est du cours, puisque la fonction ln est continue notamment. Ça, c'est pas anecdotique, cette propriété, elle vient pas de nulle part, c'est une propriété qui s'appelle la propriété de limite des fonctions composées. Voilà, la propriété de limite des fonctions composées, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on a une fonction g rond h qu'on va noter égale à f de x, qu'on veut la limite de f de x, donc ici f ce serait ln de x plus 1, on veut cette limite en 0. Donc il faut d'abord faire la limite de h en 0, ce qu'on a fait, ça vaut 1, puis la limite de ln de grand X quand x tend vers 1, le b qui était ici, qui vaut ln de 1, 0. Et donc la limite de f de x en 0, eh bien c'est 0. Donc c'est cette propriété qu'on applique à chaque fois qu'on calcule la composée d'une limite. Idem ici. Je remplace... Alors, ici je peux aussi remplacer le x par 0 tout simplement. Pourquoi? Parce que la fonction est continue. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on a également la limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0 qui est égal à 1. Vous voyez, ces limites sont très faciles à calculer. Néanmoins, elles font appel à un théorème de composé de limites qui n'est pas si facile et qu'il est bien de retrouver. Ensuite, on utilise autre chose, c'est on sait que là, quand on a une fonction qui tend vers L, une fonction qui tend vers L', alors là, c'est pas un vrai théorème, mais c'est pour gagner du temps, eh bien, la limite, c'est tout simplement L plus L'. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc si j'ai 1 et 0, même en faisant la soustraction, la limite de ça, c'est 1 moins 0. Si j'ai une fonction qui tend vers L et une fonction qui tend vers moins l'infini, eh bien la limite, c'est moins l'infini.
Bref, il y a tout un tableau d'addition de limites. Et donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x, eh bien, c'est tout simplement moins l'infini. Alors, dans la rédaction, surtout en classe préparatoire, vous serez au lycée, à la limite, il faudrait détailler. En classe préparatoire, on n'a pas besoin de détailler tout ça. Tout ça est de l'ordre de l'évidence. Mais derrière cette évidence se cachent des résultats de cours, des propriétés sur l'addition de limites et un théorème sur les composés de limites, qui sera peut-être utile dans d'autres moments. Alors, on va faire hop, la même chose, mais cette fois-ci en plus l'infini. Hop, on va dupliquer ça. Et on va chercher en plus l'infini ce que peut valoir chacune. Donc là, on va utiliser encore une fois la composée de limite. Hein. X plus 1 tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini. Pardon, ça tend vers 0, du coup. Pas l'impression qu'on voit bien. Hop, on va prendre orange. Donc ça, ce serait 0. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. En plus l'infini, x plus 1 tend vers plus l'infini. Ça tend aussi vers plus l'infini. Donc, après notre analyse a priori, on aurait 0 plus l'infini, ça pas de problème, c'est L plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais ensuite, on aurait plus l'infini moins l'infini. Et du coup, plus l'infini moins plus l'infini, bah, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut qu'on transforme notre fonction f en une forme qui ne serait pas une forme indéterminée. Alors pour ça, on va faire les calculs. Et une des idées qui nous vient, vu que le problème est surtout basé sur le... Là, on a une limite en 0, donc ça ne va pas être un problème. Le problème est surtout basé sur les ln. Eh bien, il nous faudrait une formule qui utilise les ln, notamment. Hop, le fait qu'on ait la formule ln de A moins ln de B égale à ln de A sur B avec AB strictement positif. Ici, x est strictement positif, x plus 1 est strictement positif. On peut bien appliquer cette propriété. Alors, ici, ce n'est pas terminé. On a encore la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1. Ici, on a toujours une forme indéterminée. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait un calcul qu'on va automatiquement supprimer la forme indéterminée. Il faut faire ce qu'on appelle lever l'indétermination. Et là, on a deux possibilités. Soit forcer la factorisation par x, puis simplifier en haut et en bas. Soit utiliser une propriété. Mais encore faut-il bien la connaître. Hop. Cette propriété, c'est le théorème sur les polynômes et les limites de fractions rationnelles. Ça, c'est bien une fraction rationnelle puisque c'est un polynôme divisé par un autre polynôme. On cherche bien la limite en plus l'infini. Vous voyez qu'ici, il y a deux hypothèses à ce théorème. Hein. Il faut que la limite soit en plus ou moins l'infini et il faut que ça soit une fraction rationnelle. Donc on est bien dans ces cas-là, et dans ce cas-là, c'est la limite du quotient des monômes 2 plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, et donc c'est-à-dire 1, tout simplement. On applique ensuite, encore une fois, la propriété des limites des fonctions composées, en disant que la limite de ln de x sur x plus 1, quand petit x tend vers 1, eh bien c'est en gros, petit x tend vers plus l'infini. Eh bien comme à l'intérieur ça tend vers 1, on ferait ln de 1, c'est-à-dire 0,
On pourrait utiliser la notation avec grand X. Bon, là, cette partie en noir, c'est la partie rédaction. Évidemment, dans la rédaction, c'est assez clair, donc on voit très bien ce qu'on utilise. Et puis enfin, on a la propriété également que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, c'est bien sûr 0. Ça vient d'où? Ça vient quand on a une limite L sur plus l'infini, ça donne 0. D'ailleurs, 0, peu importe lequel, hein, que ce soit le plus ici ne change rien, ce serait un moins l'infini, ce serait la même chose. Le 0, on pourrait mettre 0 plus ou 0 moins selon le signe de L et de l'infini. Mais ici, il n'y a pas besoin puisqu'on va ensuite additionner nos deux limites. Du coup, on va faire 0 plus 0. Donc là, il n'y a pas besoin de savoir si c'est par valeur positive ou négative. Donc la limite de f de x, ça vaut 0. Alors ça, vous voyez, ce sont des résultats assez simples sur lesquels il faut aller très vite. Mais en réalité, derrière ces résultats qui semblent simples quand on les maîtrise bien, il y a toutes ces petites propriétés qui ont été construites au fur et à mesure, sur lesquelles vous vous êtes battu. Et au bout d'un moment, notamment pour certains, c'est pas forcément sur ces propriétés-là, parce qu'elles ne sont pas si difficiles, ces propriétés-là, mais c'est sur d'autres propriétés que vous avez raté le coche, et du coup, c'est ce qu'on appelle les lacunes. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément la bonne idée, vous n'avez pas forcément la bonne façon de faire, etc. Donc c'est là où ça vaut le coup de revoir toutes les propriétés pour justement éviter d'avoir ces problèmes-là sur des exercices de plus en plus difficiles. La deuxième question, encore une fois très classique, on a une fonction, on va étudier ses variations, on va dresser son tableau de variations sur R plus étoile. Attention à bien remarquer sur quel ensemble on est pour ne pas en faire trop. Et donc là, la méthode va être très classique. Première étape, déterminer si la fonction est dérivable. Alors, f est dérivable sur R plus étoile. La formule consacrée, c'est en tant que somme est composée ici de fonctions dérivables sur est composée oui non, je suis pas sûr qu'il y ait des S. Hop, de fonctions dérivables sur R plus étoile. Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est encore une fois un théorème qui vient de première année, qui vous dit que, en gros, donc allez chercher dans le cours sur la dérivabilité. Sur la dérivabilité, vous devriez avoir une partie alors, c'est ce tableau-là, je vais vous remettre plutôt que de le refaire. Si j'additionne deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors la fonction ici est dérivable, et d'ailleurs la dérivée c'est u' plus v'. Si je fais la composée de deux fonctions dérivables, alors il faut que u soit dérivable sur un intervalle i à valeur dans j, et que v soit lui-même dérivable sur j. Alors c'est logique si vous l'écrivez, hein. U, mais il faut l'écrire. U va de i dans j,
et puis vous le composez avec une fonction qui va de j dans, peu importe, dans R. Donc là, vous avez la fonction u, là, vous avez la fonction v. Il faut que u soit dérivable, il faut que v soit dérivable, mais lui, son ensemble de définition, c'est j qui n'est pas toujours le même, forcément, que celui de u. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est dérivable, et on a une dérivée de composé. Et donc, on peut aussi, on a des cas particuliers, typiquement exponentielle de u, c'est toujours dérivable puisque l'exponentielle peut prendre n'importe quelle valeur. Donc u est dérivable sur un intervalle i, peu importe le reste. Ln, ce n'est dérivable que sur R plus étoile. Donc, il faut que le u qui soit à l'intérieur soit dérivable, et il faut qu'en plus, ça soit strictement positif. Même chose pour la racine carrée. Donc ici, c'est bien de dire ça, mais en gros, ce qu'on a vérifié, ce qu'on dit quand on dit ça, c'est qu'en fait, bon bah, ln de x, c'est dérivable sur R plus étoile, ça c'est du cours, puisque c'est une fonction usuelle. X qui associe 1 sur x plus 1, c'est dérivable sur R plus étoile. Alors là, il y a deux choses, car x plus 1 est un polynôme. Les polynômes sont dérivables sur R sans problème. Et x plus 1 différent de 0, puisque 1 sur u n'est pas dérivable si u est égal à 0. Et alors pourquoi x plus 1 est différent de 0? Parce qu'on est sur R plus étoile, donc x est strictement positif. Et même chose pour ln de x plus 1, dérivable sur R plus étoile, car x plus 1 est strictement positif. Vous voyez que, est-ce qu'il faut justifier le x plus 1 strictement positif? Bah, ça pourrait être en noir, parce que c'est entre la phrase la f est dérivable sur R plus étoile en tant que somme et composée de fonctions dérivables sur R plus étoile, c'est vrai, vous voyez qu'ici c'est la composée de ln et de x plus 1, et puis ensuite j'additionne. Donc c'est vrai, mais si on veut vraiment avoir bien compris, bah, pour que le ln soit dérivable, il faut que x plus 1 soit strictement positif. Et à un moment, quand ça apparaît jamais, c'est un petit peu bizarre. Et des fois, ça pourrait vous jouer des tours. Donc là encore, on est allé chercher jusqu'au bout quelles conditions les fonctions sont dérivables. Donc on comprend mieux. Et du coup, la prochaine fois qu'on fera une phrase, ce sera la même phrase, sauf que vous serez plus confiant et plus sûr de vous. Ok. Bon. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut dériver. Et là, quand on apprend quand est-ce que les fonctions sont dérivables, on apprend également quelle est leur formule de dérivabilité. On a vu que, hop, on va utiliser quoi comme formule? On va utiliser que u plus v, c'est dérivable, et la dérivée, c'est tout simplement u plus v', c'est u' plus v'. Donc, pas trop de problème avec l'addition, on le sait. Et on va utiliser alors deux choses qu'on peut utiliser. Soit on utilise que g rond u', on connaît la formule par cœur, ou g f rond g, etc. Soit on sait que la dérivée de ln de u, hop, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc c'est u, 1 sur u, et on multiplie par u'. Pareil, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Alors, ici, c'est vrai que ça paraît un petit peu facile parce que, bon, les u, c'est x plus 1, donc la dérivée, c'est toujours 1. Voilà, la dérivée de x plus 1, c'est 1. Néanmoins, ce genre de problème, il suffit que vous ayez 1 sur 1 moins x pour qu'il y ait un moins qui vous fausse tous vos calculs. Oui, quand vous ratez une fois sur deux les dérivées, c'est souvent à cause des signes, à cause de ces problèmes-là, parce que la dérivée en elle-même, vous savez que ln de u, c'est u' sur u, etc. Il suffit d'oublier le u', et ça arrive très fréquemment. Il suffit d'un moins pour que tous les calculs soient faux. Bon, donc, on reprend. On avait 1 sur x plus 1, on nous dit que c'est moins u' sur u carré. Le u', on nous dit que c'est 1. Le u carré, c'est x plus 1, donc moins 1 sur
x plus 1 au carré. Ensuite, on a ln de x, ça fait plus 1 sur x. Et puis, on a ln de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. La prochaine étape, ça va être d'étudier le signe. Pour étudier le signe, il faut mettre... Alors, avec les fractions, l'étude du signe, c'est souvent déjà de mettre tout au même dénominateur. Alors, pour mettre tout au même dénominateur, il faut ici multiplier par x en haut et en bas, par x plus 1 au carré en haut et en bas, et par x fois x plus 1 en haut et en bas. Ici, je rappelle, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin, c'est du troisième et tout, cette propriété, c'est la propriété que A sur B est égal à A fois C. Sur B fois C, je peux multiplier en haut et en bas par le même nombre. A, B, C appartenant à R, et puis B et C ne pouvant pas s'annuler. Donc important de savoir, hein, c'est pas des plus, c'est pas des choses, etc. On met au même dénominateur, et ensuite la propriété, c'est que A sur B plus C sur B, c'est égal à A plus C sur B. Ça marche pareil avec 3, évidemment. Donc ici, eh bien, on va avoir moins x plus 1 au carré moins x fois x plus 1 sur x fois x plus 1 au carré. Ok, on a justifié chaque passage. On va aller encore plus loin, on va développer. Et ici, pour développer, on a besoin de deux formules de collège. La première, c'est les identités remarquables. Je vais même l'écrire avec des A et des B. A plus B carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Et x fois x plus 1, alors A fois C plus B, eh bien, c'est le coup des deux flèches, hein, ça s'appelle développer. A fois C plus A fois B. Pareil, ça doit être su, et puis on s'aperçoit que une fois sur 10, une fois sur 20, bah, c'est pas su. Ou en tout cas, on sait pas ce qu'on fait, on sait parce qu'on l'a fait plein de fois et qu'on a vu des gens le faire et que des gens nous ont dit, mais en fait, c'est des formules à connaître. Et puis ensuite, à savoir appliquer, c'est-à-dire je remplace le A, c'est par x, le B, c'est par 1. Du coup, ça fait x carré plus 2x plus 1. Moins x carré moins x. Attention, le moins ici est devant tout, donc ensuite, il faut réappliquer ça avec moins, ou alors utiliser moins x. Donc moins x fois x, moins x fois 1. On va tout doucement, mais normalement, on est sûr de faire aucune erreur. Bon, ça, x carré moins x carré, ça fait 0. Bon, ça, c'est assez évident. Ici, on a 2x, donc ça fait 2 moins 2. Donc les x se simplifient aussi. Au final, il nous reste 1 sur x fois x plus 1 au carré. Alors, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire avec f'. Hein. Mon but, c'est juste de connaître le signe. Or là, le signe x supérieur à 0, ça, tout simplement, c'est pas une propriété d'aucun cours. C'est juste, hop, une hypothèse que je me suis fixée. X plus 1 au carré est supérieur à 0. Ça, c'est... Alors, soit c'est une propriété, c'est-à-dire tout carré est positif. Propriété de quatrième. Ou alors, c'est aussi que x plus 1 est positif, et donc le carré d'un nombre positif, c'est positif. Bon. Mais c'est sympa de savoir que tout carré est positif, parce que quand ça dépend pas, en fait, de cette hypothèse qu'on s'est fixée. Et 1, bon, bah, c'est toujours positif. Et alors, propriété, c'est... Quand on a une multiplication ou une division,
c'est le tableau de signes. Hein, A fois B positif si A positif et B positif. C'est ce qu'on appelle la règle des signes. Et d'ailleurs, c'est pas une équivalence puisque normalement, il faudrait mettre ou A négatif et B négatif. Vous vous souvenez, deux nombres sont positifs. Le produit de deux nombres est positif si A et B sont de même signe. Pareil pour le quotient. Attention, je le redis, puisque ça arrive des fois, ça ne marche pas pour les sommes ou les différences. Voilà. Après, si deux nombres sont positifs, vous faites l'addition, forcément c'est positif, mais c'est le seul cas. Bref, donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x est strictement positif. On enchaîne. Alors, ce théorème, je pourrais ne pas le mettre parce que je sais que c'est un des théorèmes les mieux connus, les mieux sus, les mieux tout ce qu'on veut. Il y a rarement besoin de l'utiliser. Enfin, de le réexpliciter. Néanmoins, c'est le but ici. F est croissante ou décroissante, si et seulement si on a le signe de la dérivée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche la dérivée. Donc je remets le théorème ici. Hop, f est croissante, respectivement décroissante sur i, si et seulement si pour tout x appartenant à i, f' de x est supérieur ou égal à 0. D'ailleurs on a strictement aussi, j'aurais pu vous mettre le strictement. Mais bon, s'il était plus long. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un théorème que vous oubliez beaucoup. Donc, ici, f est strictement croissante sur R plus étoile. Le i ici, vous voyez, est remplacé par R plus étoile, le domaine que l'on regardait. Ceci n'est pas terminé puisqu'on nous demandait de faire le tableau de variation. Alors le tableau de variation, c'est plus une façon de présenter les résultats. Donc là, vous n'aurez jamais de théorème lié spécifiquement à ça. On part en 0, on part en plus l'infini. Hop, on a dit que c'était strictement croissant. On a dit que les limites en 0, ça valait moins l'infini, me semble-t-il. Moins l'infini et 0 en plus l'infini. Alors, dès qu'on voit un tableau de variation comme ça, il faut tout de suite se dire, donc, la fonction f, elle est toujours en dessous de 0. Si elle est toujours en dessous de 0, c'est qu'elle est toujours négative. Ça va forcément servir par la suite. Donc là aussi, on a, dans les sujets, il faut savoir que, quelle est l'ambition du sujet? L'ambition, c'est d'utiliser cette fonction f pour étudier la suite, puisque on reprend le sujet. Notre but, on a deux suites ici, un, vn. Notre but, ça va être d'étudier ces suites. Donc, on sait que la fonction f est strictement négative. Ça va sans doute servir, et notamment, ça va servir à la question C. La question C, démontrer que un plus 1 moins un, justement, est égal à fn. Alors, vous pouvez écrire dans un coin ce que c'est que fn, puisqu'on va effectivement l'avoir lié. Il me semble que c'est assez facile. Hop, et qu'il faut juste écrire les choses. Donc, on va juste écrire les choses. Petit c, un plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, on va calculer un plus 1 moins un. Un plus 1, c'est tout simplement tous les n, vous les remplacez par n plus 1. Donc c'est la somme jusqu'à n plus 1 des 1 sur k moins ln de n plus 1. Un, on n'oublie pas la parenthèse. Cette fois-ci, c'est la somme des 1 sur k jusqu'à n moins ln de n. Attention, le ln n'est pas dans la somme, sinon on aurait mis des parenthèses ici autour.
Donc on a une somme jusqu'à n plus 1, on a ici une somme qui va jusqu'à n, on voit qu'il y a un moins, donc on va essayer de simplifier les deux, c'est très classique. Et en fait, pour simplifier les deux, eh bien, on va utiliser la propriété qui nous dit qu'on peut retirer un terme ou ajouter un terme. Ici, le terme, c'est 1 sur n plus 1. Et on va tout réécrire ensuite. Alors ici, on utilise plusieurs propriétés dans une même ligne. Première propriété, c'est le fait que la somme des UK pour k allant de 0 à n plus 1, eh bien c'est tout simplement la somme des UK pour k allant de 0 à n plus un plus 1. Ça se redémontre, hein, il suffit d'écrire les sommes. La somme des UK, c'est u0 plus u1 plus u2 plus u3 jusqu'à n plus 1. C'est la même chose que la somme des UK jusqu'à n plus un plus 1. Je vais commencer à 0, on aurait pu, si on veut être hop, comme dans l'exo ici, commencer à 1, ça ne change rien. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier terme qu'on a enlevé de cette somme et qu'on a mis à côté. Donc ça, c'est juste un problème d'écriture des sommes. On a aussi utilisé la propriété moins 1 fois a plus b, enfin fois a moins b d'ailleurs ici. C'est égal à moins a plus b. Ça, c'est on développe le moins. Alors, vous avez rarement des difficultés là-dessus. Par contre, la difficulté, c'est de ne pas oublier les parenthèses, puisque le un, je le remplace par tout ça. Dès que je remplace par tout ça, c'est un paquet. Donc, on met des parenthèses. Et puis, on va simplifier ces deux sommes, puisqu'en fait, on a les mêmes. Et en fait, cette propriété, hein, si on voulait l'écrire, ce serait x moins x égale 0. C'est-à-dire un nombre moins le même nombre, ça vaut 0. Donc, il ne faut pas oublier. Ça aussi, c'est assez évident. 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Là, si vous aviez un doute, vous auriez pu écrire ce qu'était f de n, hein, en reprenant hop, la formule pour f. 1 sur n plus 1 plus ln de n moins ln de n plus 1. Vous la mettiez à côté, vous voyez qu'on a la même chose, sauf que juste le ln de n et le ln de n plus 1 sont pas dans le bon sens, mais ça, on peut les changer de place, puisque 3 plus 5, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose que 5 plus 3. Ok. Et donc, on a bien ce qu'on voulait. Hop, question D, qui va être en déduire la monotonie de la suite UN. Pour en déduire la monotonie d'une suite, on a au moins 4 méthodes. La première chose, c'est de vérifier si UN plus 1 moins UN est positif ou bien négatif. La deuxième chose, c'est de vérifier que UN plus 1 sur UN est plus grand ou plus petit que 1. Mais attention, il faut que UN soit strictement positif pour que ça marche. La troisième méthode, c'est si la suite est explicite, c'est d'étudier la fonction qui correspond à la suite. Mais là, c'est très très rare qu'on utilise cette méthode. Et la quatrième méthode, c'est si la suite est définie par récurrence, eh bien, il suffit de faire une récurrence. Ici, on est dans un cas où c'est pas défini par récurrence, puisque la suite, quelle tête elle a, c'est ça a la tête d'une somme. Donc c'est pas du tout, ici on n'a pas un plus 1 égale quelque chose de un. C'est pas non plus tout à fait explicite, parce que explicite ce serait une belle formule. Ici on peut pas poser une fonction avec une somme dans la fonction, ce serait bizarre. Donc les méthodes 3 et 4 sont sûres que ça va pas marcher. Et puis évidemment entre la 1 et la 2, on nous demande de calculer ça, la question d'avant. Donc on va utiliser un plus 1 moins un, ça paraît, je l'espère, évident pour tout le monde. Et on va utiliser aussi la question B. Puisqu'on avait dit un plus 1 moins un, ok, c'est f de n. Et f, c'est ça, c'est négatif, puisque c'est toujours plus petit que 0. Donc, un plus 1 moins un est négatif. Et donc, la suite est décroissante. Donc, on va mettre tout ça. D'après question B, alors, vous voyez que plus on avance dans un problème, dans un exercice, moins on va utiliser forcément des résultats de cours. Vous voyez que j'écris moins de trucs orange, mais plutôt des
des choses aussi qu'on a vues avant et qu'il faut remarquer, qu'il faut avoir retenu. Donc, pour tout x appartenant à R+, f de x est négatif. Si ça marche pour tout x appartenant à R+, étoile, ça marche pour tout entier différent de 0. D'ailleurs, est-ce que U0 est bien défini? Pas tellement. Hop, n étoile. Donc, vous voyez que tous ces détails permettent aussi d'avoir à la fin un corrigé qui soit beaucoup plus propre, c'est-à-dire une rédaction complète. Donc pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est négatif. Donc, un plus 1 moins un, qui est égal à f de n, on peut le rappeler, est négatif pour tout n appartenant à n étoiles. Il n'y a rien à dire, là c'est de la logique, il n'y a pas de propriété. Une propriété néanmoins qu'on peut utiliser, c'est que si un plus 1 moins un est négatif, eh bien, il faut savoir que la suite est décroissante. Donc ça, hop, on va sur le cours, sur les suites. Pareil, on le sait, mais on va voir qu'effectivement, c'est vraiment une propriété que vous avez vue, que vous avez acquise petit à petit. Hop, suite. Alors en fait, c'est une méthode qui vient directement de la définition. Je vais vous remettre ces deux définitions. Parce que la définition, vous pourriez très bien en avoir besoin à certains moments. Donc, cette définition, en fait, nous dit qu'une suite est décroissante si un est plus grand que un plus 1. Vous voyez qu'en passant juste le un de l'autre côté, eh bien, ça fait un plus 1 inférieur à un. En réalité, il n'y a pas de propriété au programme, en tout cas, qui nous dit que un plus 1 moins un inférieur à 0, ça veut dire que la suite est décroissante. Cependant, c'est tellement utile que, et puis il suffirait juste de passer le un de l'autre côté. Donc, peut-être qu'on devrait, en théorie, rajouter, mais là c'est vraiment pour être parfaitement clair et rigoureux, que si j'ai A moins B inférieur à 0, alors je peux prendre B de chaque côté. Ça fait A inférieur à B, et donc on retrouve évidemment ceci. Voilà. Mais concrètement, dans un sujet, on mettra donc la suite UN est décroissante. Remarquez, quand je dis la suite UN, j'ai mis des parenthèses. Ici, on peut même mettre n appartenant à n étoiles. Alors que quand c'était des calculs, eh bien, il n'y a pas de parenthèses. Ok, la suite UN est décroissante. On a une chance sur deux pour que la suite, ça soit est-ce qu'elle est minorée, mais c'est pas sûr parce que il y a une suite VN aussi qui nous intéresse. Alors, la suite, c'est complètement différent. C'est qu'il faut écrire une fonction Python def de UN qui modélise cette suite. Alors, pour le coup, je vais le faire, mais là, on ne va pas utiliser de propriété ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est bon, c'est du savoir-faire. Alors, il pourrait y avoir des propriétés. Une somme est forcément comme celle-ci et dessous. Là, il n'y a pas de propriété, en tout cas pas loin. Donc, def de UN, il faut que ça soit clair également que vous avez un décalage. Et on va calculer une somme. Et à la fin, on va mettre moins le log. Donc, S égale 0. Hop. For k in range. Donc, la somme commence à 1. Elle va jusqu'à n. Donc, je vais aller jusqu'à n plus 1. 2 points. S égale S plus 1 sur K. Voilà. Et puis une fois qu'on a calculé ça, eh bien on fait S égale S moins log. Alors log, on ne l'a pas défini. Donc on va
hop, import numpy as np. Et puis on peut utiliser par exemple ça, np.log de n. Et évidemment, return s. Voilà, attention à ne pas mettre le log de n dans la boucle for, parce que si vous faites ça, eh bien vous calculez n fois, en fait, vous retranchez n fois ln de n à votre somme. Cette première question de l'exercice 1 est terminée. On va passer à la 2. Il faut montrer ici que Vn plus 1 moins Vn égale 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. Sachant que Vn c'est Un moins 1 sur n. Donc on y va. Hop. De A pour tout n appartenant à n. Étoile. Vn plus 1 moins Vn. C'est égal à... Alors, Un plus 1, je vais remplacer vraiment les Un plus 1 moins ln de n plus 1. Alors, je vérifie parce que j'ai un doute. C'est pas ça, c'est Un plus 1 moins 1 sur n plus 1. C'est ce qui me semblait. Un plus 1 moins 1 sur n plus 1. Moins, attention aux parenthèses, Un moins 1 sur n. Donc on a Un plus 1 moins Un, je ne vais pas remettre cette propriété, mais toujours la propriété de développement, moins 1 sur n plus 1, plus 1 sur n. Or, Un plus 1 moins Un, on peut recalculer si on a envie, hein, mais ça c'est f de n, on l'a vu tout à l'heure, moins 1 sur n plus 1 plus 1 sur n. F de n, on l'a vu tout à l'heure, et f de n, on sait également que c'est... on va reprendre la formule. 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Donc, 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n moins 1 sur n plus 1, donc ces deux-là vont se simplifier, plus 1 sur n. On fait un point sur ce qu'on cherche, on a le 1 sur n, qui était là, et il nous faut moins 1 ln. Alors, je vais faire apparaître le moins en faisant l'opération inverse, hein, parce que si j'ai moins, entre parenthèses, a plus b, alors même c'est pas a plus b ici, c'est a moins b, c'est bien égal à moins a plus b, bah, dans l'autre sens ça marche aussi, c'est-à-dire que je mets le moins devant, ça va faire ln de n plus 1, il ne faut pas que je me trompe dans les signes, moins ln de n. Alors pourquoi je mets un moins spécifiquement devant? Et bien tout simplement parce qu'on me demande un moins à la fin avec le ln. Donc j'ai envie de le mettre directement pour ne pas avoir des choses bizarres à faire, ce que j'aurais pu faire aussi. Ensuite on a ici la formule ln de a moins ln de b qu'on doit reconnaître, qui est ln de a sur b, ab étant strictement positif. Ici c'est bien le cas. Encore une fois, parce que n est pris dans n étoiles. Donc on a 1 sur n moins ln de n plus 1 sur n. C'est toujours pas la forme, d'ailleurs, qu'on attend, puisqu'ici, on utilise la propriété qu'on a déjà vue, qui est a plus c sur b. C'est a sur b plus c sur b, qui est la propriété de mettre au même dénominateur, d'addition des fractions, très connu, mais qui marche dans les deux sens, bien entendu, que vous connaissez normalement, qui est bien de rappeler parfois. Donc, ça fait ln de n sur n, donc 1, plus
1 sur n, ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, une fois qu'on a calculé Vn plus 1 moins Vn, j'imagine qu'il va falloir chercher, ils nous surprennent, on aurait pu penser qu'il fallait voir si la suite était croissante, décroissante. Oh, c'est la question d'après. Voir que la suite est croissante. ln de 1 plus x inférieur à x, alors déjà on nous demande de montrer ceci. Alors il y a plusieurs manières de montrer ça. La manière la plus évidente étant de tout passer d'un côté, de passer le x de l'autre côté, de poser une fonction, de calculer, etc. Je vais vous montrer une autre façon de faire. La fonction ln de 1 plus x est une fonction concave. Alors pourquoi est-ce une fonction concave? Alors là encore, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est une fonction concave, puisque si je la dérive, je vais l'appeler un terme qu'on n'a pas, phi. Phi prime de x, c'est 1 sur 1 plus x. Et phi seconde de x, c'est moins 1 sur 1 plus x carré. C'est négatif. Donc la dérivée seconde est négative, et ça, c'est la définition d'une fonction concave. Hop, dans quel cours ça va être? Ça va être dans un cours sur de convexité, concavité. Hop. J'ai la propriété des fonctions concaves. Voilà, donc ça, c'est la propriété de base sur ces fonctions-là. Si vous ne connaissez pas ça, c'est que vous n'avez jamais entendu parler de convexité ou de concavité. Il y avait une autre façon de faire, même si ce n'est pas une propriété qui est tout le temps mise. Moi, je ne l'ai pas mise. Par exemple, dans mes cours. Ah, j'ai pas mis ce théorème, donc je suis pas sûr qu'il soit au programme au final. Mais c'est en gros la composée de deux fonctions concaves reste concave. En fait, on sait que ln c'est une fonction concave, ça c'est bien connu, ça fait un sourire renfrogné. X plus 1 c'est une droite, les droites elles sont toutes concaves et convexes en même temps. Donc si vous avez ln de x plus 1 plus x par exemple, c'est une fonction concave puisque la somme de deux fonctions concaves est clairement concave. Et je crois que la composée est aussi concave puisque si je prends f et g, donc deux fonctions concaves dérivées deux fois, dérivables deux fois, si je les dérive une première fois, ça fait f' de g fois g'. Si je les dérive une deuxième fois, pas sûr en fait. Il faut dériver un produit, ça va faire f seconde de g, ça c'est positif, fois g'. Mais ça on ne sait pas si c'est positif. Plus f' de g, on ne sait pas non plus, fois g seconde. Donc non, ça c'est faux en fait. Il faudrait que je trouve des contre-exemples, mais ça a l'air faux. Enfin,
En tout cas, ça n'a pas l'air facile de démontrer. Donc, là, vous voyez, je dois confondre avec quelque chose qui sont les fonctions croissantes. Je sais que ça marche pour les fonctions croissantes, c'est-à-dire la composée de deux fonctions croissantes, c'est croissant. Et du coup, je pensais que c'était la même chose pour les fonctions concaves, et il s'avère que non. D'où l'intérêt d'aller regarder ces théorèmes. Ça évite les bêtises. Bon, du coup, ça c'est quand même concave, puisque phi' de x c'est 1 sur 1 plus x, et phi seconde de x, c'est moins 1 sur 1 plus x au carré. Et une fonction de classe C2 telle que f seconde est strictement négative, eh bien ça veut dire qu'elle est concave. Quel est l'intérêt des fonctions concaves? Eh bien, l'intérêt des fonctions concaves, pour ce qui nous occupe, c'est par exemple ceci. Alors, cette propriété qui dit que une fonction de classe C1 sur un intervalle i, et CF c'est sa représentation graphique, f est concave sur i si et seulement si CF est en dessous, attention, concave c'est ce qui est entre parenthèses, donc c'est en dessous de ses tangentes. Donc une fonction concave, sa courbe est en dessous de toutes les tangentes. Or, deuxième partie du coup de la démonstration, la tangente à phi en 0, c'est l'équation qui à x associe phi' de x, phi' de 0, pardon, pas de x, hop, de 0, fois x moins 0, plus phi de 0. C'est-à-dire l'équation qui à x associe phi' de 0, on l'a calculé là, on a calculé phi' de x, on remplace x par 0, c'est 1 fois x, et phi de 0, ça vaut 0. Donc, la droite d'équation y égale x, c'est une tangente à la courbe ln de 1 plus x. Donc, la droite d'équation y égale x est la tangente est l'équation de la tangente à phi non, c'est la droite, pardon. Je pensais à l'équation, mais c'est la droite est la tangente à phi en 0. Or, une fonction concave est en dessous de toutes ces tangentes. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, phi de x est toujours en dessous de sa tangente, donc est toujours plus petite que x. Ou encore, ln de 1 plus x est toujours plus petite que x. J'ai utilisé ici également la définition de la tangente. L'équation de la tangente à f en x0 est donnée par y égale f' de x0 x moins x0 plus f de x0. Il faut que f soit dérivable en x0 au minimum. Voilà. Alors c'est une autre façon de faire qui est plus rapide quand on la maîtrise. Il faut juste être sûr que ça marche. Ça va marcher très souvent quand vous avez une fonction comme ça, qui est en plus très facile à étudier à gauche ou à droite, et puis juste un polynôme du premier degré de l'autre côté. Souvent, c'est que c'est une tangente, c'est souvent la tangente en 0 en plus.
Donc ça vaut le coup ici d'aller beaucoup plus vite. Mais il faut être sûr que ça marche et avoir bien compris. Sinon, l'autre méthode que vous avez peut-être fait marche aussi, mais comme on va le faire tout à l'heure, je n'ai pas très envie de le faire deux fois de suite. En déduire que la suite Vn est croissante, eh bien, il faut remarquer ici que ça ressemble juste en prenant x égale 1 sur n. Donc, petit c, on prend ici l'inégalité avec x égale 1 sur n. On a ln de 1 plus 1 sur n inférieur à 1 sur n. Ou encore, si je le remets pour voir apparaître Vn plus 1 moins Vn, là, je vais passer le ln de 1 plus 1 sur n de l'autre côté. Ça fait 0 inférieur à 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. C'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn. Et on remet le théorème qui nous dit que la suite Vn est croissante. Voilà, même définition, hein, c'est même pas un théorème, c'est une définition pour le coup. Même définition que tout à l'heure. Est-ce que c'était la question C? Pas sûr, parce que... Oui, c'était le reste de la question B. Hop. Alors, pour la question C, on a à peu près la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, avec x et x carré sur 2. Alors en fait, ici, il ne s'agit plus d'une inégalité de convexité ou de concavité, puisque là, c'est pas l'équation d'une droite, c'est pas un polynôme de degré 1. Donc là, il faut utiliser le cas où on passe tout de l'autre côté. Alors, hop. On a tout d'abord que x moins ln de 1 plus x plus petit que x carré sur 2, c'est équivalent à montrer que x carré sur 2 moins x plus ln de 1 plus x est positif. Ça, c'est parce qu'on additionne de chaque côté, hein, toujours la même propriété. A inférieur à B équivalent à A moins C inférieur à B moins C. Toujours cette propriété qu'on utilise. Et d'ailleurs, ça c'est toujours vrai, quel que soit C réel, donc on ne se pose pas la question de savoir si on change ou pas le signe. Voilà. On pose f qui a x associe x carré sur 2 moins x plus ln de 1 plus x. Cette fonction est dérivable sur... alors c'est là où il faut qu'on regarde sur quel truc. On nous dit pour tout réel positif. Donc on va étudier que sur R+. Cette fonction est dérivable sur R+. En tant que somme et composée, donc on a un polynôme qui est dérivable ici, plus une fonction qui est dérivable, qui est une composée. Et je ne vais pas refaire ce que j'ai fait au début, mais effectivement, c'est toujours la même chose.
vous voyez qu'une fois qu'on a bien compris, bah effectivement, on refait, on sait faire. Hop, f' de x, ça va être 2x sur 2 moins 1. Qu'est-ce qu'on utilise ici? On utilise à la fois que u plus v', c'est u' plus v', toujours pareil, et que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Ça vaut le coup de revoir ces formules. Et puis là, on a toujours que c'est 1 sur 1 plus x. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln de u, eh bien, c'est u' sur u. Vous voyez, il faut bien revenir toujours à cette formule, mais ici, c'est parce que u', ça vaut 1. Donc, c'est spécifique à cet exercice, qu'on n'ait pas de moins, qu'on n'ait pas de problème. Alors, ça fait quoi? Ça fait, hop, 2x sur 2, ça se simplifie. Toujours pareil, la propriété A fois C sur B fois C. On simplifie les C, ça fait A sur B. X moins 1 plus 1 sur 1 plus x. Encore une fois, il faut mettre au même dénominateur. Donc ça fait 1 plus x fois x moins 1 plus 1 sur 1 plus x. Alors ici, on peut tout développer ou alors on peut reconnaître une identité remarquable. A plus B fois A moins B, c'est A carré moins B carré. Attention, ici, il aurait fallu mettre x plus 1 si on voulait être pile poil comme dans l'identité. Le moins, c'est celui qui est avec un moins, donc le moins 1. Donc le B ici, c'est 1. Donc ça fait x au carré moins 1 plus 1 sur 1 plus x. Et x carré sur 1 plus x, eh bien, tout x carré est positif. Ça, on l'a dit tout à l'heure, car tout carré est positif. 1 plus x, c'est positif, car x, on est sur R+. Donc si j'ajoute 1, c'est plus grand que 1. Ok. Donc, f est strictement croissante. Mais ceci dit, ça ne nous intéresse pas, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'est savoir si c'était f était positif. Donc on va faire la limite en 0, et ici, c'est même pas la peine de faire la limite, puisque la fonction est bien définie en 0. Et f de 0 est égal à x carré, donc 0 moins 0, plus ln de 1, donc 0. ln de 1 plus 0, hop, bah tout ça, ça fait bien 0. Donc f est strictement croissante et f de 0 vaut 0. Donc si on fait un lien, alors ça c'est pas une propriété, c'est de la logique, vous partez de 0, vous allez jusqu'à plus infini, vous partez ici de 0 et vous faites que monter. Alors il n'y a pas besoin de calculer la limite ici, ça pourrait être intéressant mais c'est pas le but. Ici on peut mettre directement donc, on n'est même pas obligé de faire ce tableau de variation, hein. Ce tableau de variation c'est presque du brouillon. Vous pouvez le faire aussi. Après, le problème de tableau de variation, c'est qu'on aime bien quand ils sont bien complets. Mais vu que c'est pas demandé non plus dans l'énoncé, si vous faites un tableau, alors vous mettez quand même x, variation, etc. Mais si vous faites un tableau comme celui-ci, c'est très bien. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à 0. Et du coup, bah, ça c'est vrai, puisque f c'était pile ça. Donc, c'est-à-dire que x moins ln de 1 plus x on l'a mis dans l'autre sens. Alors, x carré sur 2 moins x plus ln de 1 plus x est strictement positif. C'est-à-dire enfin, x carré sur 2 est plus grand que x moins ln de 1 plus x.
Voilà. Alors, on va faire peut-être la dernière question et on va arriver. On avait Vn plus 1 moins Vn qui était égal à 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. On remarque en prenant x égale 1 sur n ici. Donc question D. Hop. D'après l'inégalité précédente, « 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n », alors avec n qui appartient à n étoiles, est plus petite que 1 sur n au carré fois 2. Ici, on a utilisé une propriété, c'est que 1 sur n, bon, d'ailleurs, c'est pas vraiment ça la propriété, mais on a utilisé que a sur b au carré, c'est égal à a carré sur b carré. On a aussi utilisé que a sur b sur c, c'est égal à a sur b fois c. Voilà, deux propriétés pour descendre ça en bas. Et ça, on sait que c'est Vn plus 1 moins Vn voilà. Bon. On nous demande d'en déduire que la série Vn plus 1 moins Vn est convergente. Eh bien, on a deux choses. Or, la série des 1 sur n carré est une série de Riemann convergente. Ça, c'est un théorème de cours, en fait, que je remets là. Alors, on pourrait remettre quel est le théorème de cours. Si, quand même, quel est le théorème de cours, parce que les séries de Riemann, c'est pas que 1 sur n carré, hein, il n'y a pas que celle-ci. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher dans le chapitre sur les séries, se remémorer, même si on sait. D'ailleurs, il y a une remarque là-dessus, c'est que dans le cours, vous allez avoir un alpha, avec alpha strictement supérieur à 1. Ici, le alpha, vous voyez, on s'en moque. Notre série, c'est le cours, c'est la série de Riemann. La série des 1 sur n puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Vous voyez que le alpha, concrètement, on s'en moque. Somme série des 1 sur n carré est une série de Riemann convergente. Si vous mettez le nom série de Riemann, ça suffira à très bien à voir ce qu'on veut dire. Et si vous vous plantez pas, hein, parce que si vous mettez la série des 1 sur n puissance 3 quarts est une série de Riemann convergente, effectivement, ça va pas être terrible. Mais bon, je pense pas qu'il y ait des points en plus pour ça. Série de Riemann convergente. Deuxième point. Et là, c'est la première fois qu'on va utiliser quelque chose alors, de l'année dernière, mais qu'on a revu cette année, pour le coup, d'où l'intérêt de ce DM. C'est le cours de première de ce début d'année, notamment, hop, théorème de convergence. Eh bien, c'est la partie inégalité. Alors, ça va être grand. Voilà. Ici, vous voyez, on a plusieurs théorèmes. Donc, UK plus petit que VK, eh bien, c'est ça. Le UK, le UN, c'est tout ça. Vn plus 1 moins Vn.
Le Vn, c'est 1 sur n carré, alors il faut adapter. Les UK sont positifs, eh bien, on va le mettre comme hypothèse. Donc, cette série, elle est convergente. Vn plus 1 moins Vn est positif pour tout n appartenant à n. Ça, c'est juste ce qu'on a montré à la question ici. Question B, 2B. Donc, voilà, attention à ne pas redémontrer ça, évidemment. Et Vn plus 1 moins Vn est inférieur à... Hop. Donc on a vraiment les trois hypothèses. La série des 1 sur n carré est une série de Riemann convergente. Alors c'est 1 sur 2. Bon, il faut utiliser ensuite la propriété de linéarité. C'est vrai que là je vais encore un peu vite. Vous voyez, c'est difficile de vraiment mettre toutes les propriétés qu'on utilise. Surtout quand, au bout d'un moment, ça paraît tellement évident, quoi. Mais effectivement, là, il y a une petite propriété que j'ai mise sous silence. Les séries des UN et séries des lambda UN sont de même nature. Ici, j'avais la même série, mais avec un demi près. Et donc, ils sont bien de même nature. Donc, je pourrais mettre d'ailleurs est une série de Riemann convergente, donc la série des 1 sur 2n carré aussi. Etc. Et ces trois hypothèses nous disent que la série des UK converge. Ok, la première. Donc, une fois que j'ai toutes ces hypothèses, la série des Vn plus 1 moins Vn pour n plus grand que 1 est convergente. Et on note gamma, la somme que l'on obtient. Enfin, pour la question E, pour finir, la question E, il faut aller reconnaître une somme télescopique. Vn moins V1, somme télescopique. Donc là encore, il fallait les chercher. Il fallait aller chercher le cours. Et du coup, comme V1, bah, ça converge puisque ça ne dépend pas de n. Ici, ça converge. Limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal. On va passer à V1. Hop, c'est la limite de la somme. Donc c'est la somme de k égale 1 à plus l'infini des Vk plus 1 moins Vk plus V1. Alors V1, on doit l'avoir un moment. Toc toc toc. V1 c'est quand c'est U1 moins ln de 1. ln de 1, ça va pas poser, moins 1 sur 1. Et U1 c'est 1 sur 1 moins ln de 1. Donc c'est 0. V1 c'est égal à 1 sur 1 moins ln de 1 moins 1 sur 1. Donc c'est 0. Du coup, il reste quoi? Il reste gamma. Vn converge vers gamma. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal pour une première vidéo. Voilà, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas un travail évident. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail de fourmi, d'aller chercher chaque propriété, de réfléchir à chaque propriété qu'on utilise. Et ici, vous l'aurez remarqué sur ces 10 premières questions là, de cet exercice, ben finalement, on n'a pas utilisé de cours de deuxième année. Hein, le cours de deuxième année, à la limite, les révisions qu'on a faites sur les séries, bah, elles sont ici. Tout, ce sont que des cours des années précédentes. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont dû vous sembler très évidentes. J'ai dû aller beaucoup trop lentement pour certains, etc.
Mais en réalité, à chaque fois, il y a forcément un truc que vous faites de manière automatique et vous réfléchissez pas à la formule que vous utilisez. Et donc quand ce que vous faites de manière automatique, c'est des choses que vous avez déjà vues et donc que vous refaites parce que vous aviez trouvé, le résultat était à peu près, voilà, ça va. Puis dès que c'est un truc que vous faites de manière automatique, mais le résultat il ressemble pas à ce qu'on était censé trouver, donc on perd confiance, on arrête, on ne fait plus, et ben là ça ne va plus. Alors qu'en fait, bah, vous voyez, tous ces résultats, vous les avez déjà vus. J'ai rien utilisé ici qui soit très violent. La seule chose que j'ai utilisé qui soit un petit peu subtile, c'est la concavité de la fonction. Mais c'est aussi des propriétés que vous avez vues l'année dernière. Je n'invente rien. On invente rarement. L'invention en mathématiques, c'est dans la façon d'amener les raisonnements. Mais par contre, on n'inventera pas le cours. Voilà, j'espère que ça vous a été utile pour voir une autre façon de travailler les DM ou les corrections de DM, faire ça avec des DM, des corrections de DM. Je pense que ça vaut le coup pour certains. Je pense aussi que c'est pas forcément évident, on va dire, à faire. Euh, En fait, vous pouvez pas le faire avec tous les DM, avec toutes les corrections de DS, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Vous l'avez vu, là, j'ai 1h16 pour corriger deux questions. Alors certes, deux questions très détaillées, mais deux questions quand même, ça aurait pu me prendre 20 minutes. Donc c'est très long, mais c'est un travail de fourmi qu'il faut que certains fassent néanmoins. Voilà. Eh ben, je vous revois bientôt et j'espère que ça vous aura été utile.